Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles, ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire, L'éperon. Dois-je vous présenter notre invité ? Vous connaissez sans doute tous Juan Matute Guimón, l'étoile montante du dressage international. Nous avons rencontré Juan l'année dernière au cours de l'étape Coupe du Monde de dressage à Lyon. Et ce jour-là, nous avons toutes les deux été frappées par sa positivité et la lumière qu'il dégageait. Même au milieu de la piste de Lyon, on a vu Juan dérouler sa reprise avec un immense sourire, partageant ses bonnes ondes avec les juges et le public autour de lui. Et pourtant, si vous connaissez l'histoire de Juan, vous savez qu'il n'a pas été épargné par les obstacles de la vie. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours en Espagne et aux États-Unis où il a passé la majeure partie de sa vie d'adolescent. Nous avons essayé de mieux définir les contours de sa personnalité, de comprendre comment il parvient à toujours trouver le positif à travers les difficultés. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de nous faire part de vos impressions sur cette discussion avec Juan Matute Guimón. Cet épisode a été enregistré grâce au soutien de la marque Flexon. On pourrait alors vous dire à quel point Léa et moi on aime nos étriers Flexon, on pourrait vous dire que leur gamme est innovante et disruptive, et je pourrais aussi vous raconter toutes les belles expériences que j'ai vécues en travaillant aux côtés de leur équipe pendant 3 ans. Mais qui de mieux placé que notre invité du jour pour vous parler de Flexon ? Pas de panique, son témoignage original était en anglais évidemment, mais nous l'avons traduit et doublé en français. Hey everybody, I'm Juan Matute Guimón. Je suis Juan Matute Guimón et avant que vous n'écoutiez notre conversation, je voulais vous parler de mon partenaire, Flexon. Je les ai rencontrés grâce à la sellerie Tienda y Pica Pinol à Madrid. Ils m'avaient parlé de cette marque et de leur technologie qui permettait de ne plus perdre nos étriers grâce aux pointes installées sur le plancher des étriers. J'étais un peu sceptique au début, c'est vrai, mais j'ai fini par accepter de les essayer. À la minute où j'ai posé mes pieds sur les étriers, j'ai été séduit. J'ai aussi une super relation avec leur équipe. J'ai rencontré Mathieu Roch à Aix-la-Chapelle en 2021 et dès nos premiers échanges, j'ai senti qu'on formait une équipe. J'adore ça, j'aime vraiment quand je peux avoir une relation presque amicale avec les personnes qui représentent les marques qui sont mes partenaires. Et avec Flexon, c'est vraiment le cas depuis le tout début de notre partenariat en 2021. Leurs étriers ont vraiment modifié mon équitation, ils sont légers, techniques et vraiment cool. Dernièrement, j'ai aussi reçu une paire d'étriers dressage. Ils sont pas juste cool, ils sont sublimes. J'en suis vraiment ravie. Alors je ne pourrais que recommander à tout le monde, où que vous soyez. Whether the spike system helps them to prevent the stirrup from sliding and gives them some more stability, but still having a light weight and being nice and sporty. So I encourage everyone to test them and to get the pair for themselves. C'est bon, vous êtes convaincus ? Flexon est une marque française qui a été créée par Laurent et Caroline Borde. La gamme inclut des étriers, des bottes et même une selle maintenant. Et faites-moi confiance, leur équipe est aussi cool et dynamique que leur gamme innovante. D'ailleurs, Léa et moi, on dirige aussi une agence de communication, on gère la com de 3 cavaliers et tous les 3 sont partenaires de la marque. On est toujours impressionnés par la gentillesse et la réactivité de l'équipe pour les questions relatives à ces partenariats. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Hello Juan. Hola. Bonjour Juan. Tout d'abord, avant de commencer cet entretien, nous tenions à te remercier d'avoir accepté notre invitation avec tant de générosité. Comment je pourrais ne pas accepter une invitation de Françaises telle que vous ? C'est super. Cet enregistrement est le premier de notre voyage à Wellington et on est vraiment heureuse de pouvoir être ici et de pouvoir te rencontrer. Juan, tu as 24 ans, tu es né en Espagne, mais tu es installé ici à Wellington depuis maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. Ce déménagement faisait partie de ton plan de carrière pour dédier ta vie au dressage, pour devenir un cavalier professionnel et atteindre le top niveau de ce sport.
Comme nous le savons tous, le meilleur de notre sport est en Europe. Et comme je suis espagnol, bien sûr, je vais aussi retourner en Europe. Et nous pouvons dire que ça a été un succès puisque tu es déjà l'un des meilleurs cavaliers au monde, tu as un avenir qui s'annonce prometteur. Avant de commencer, pourrais-tu nous raconter ton histoire, ta rencontre avec les chevaux et à quel moment tu as fait la connaissance de l'animal et que tu as su que ça allait devenir ton métier? Ok, donc j'ai commencé quand j'avais, je crois, 6 ou 7 ans, à monter des poneys avec ma sœur, mais au début, je n'aimais pas les chevaux. J'aime les sports typiques de mecs, le football, j'aime aussi le tennis, j'aime nager, j'aime courir, je n'aimais pas vraiment les chevaux. Et puis, il y a eu ce poney, appelé Caramel. À chaque fois que j'allais voir ma sœur monter, le poney ruait et la faisait tomber. À chaque fois. Et un jour, j'avais encore ma tenue de taekwondo. Je crois que nous avons une vidéo de ce jour. J'ai dit à mon père, « Papa, je veux monter ce cheval et lui montrer le respect. Je ne veux pas qu'il fasse tomber ma sœur. » Mon père a rigolé. Il m'a dit, « Ok, oui, bien sûr, tu peux monter et essayer. » Alors je suis monté et j'ai failli tomber aussi. Je crois que c'était mon premier souvenir à poney, oui. Et petit à petit, à 6 ans, j'ai commencé le jumping, j'ai commencé les compétitions, je suis devenu champion d'Espagne en jumping. In show jumping? In show jumping, yes. Oh. Oui, à poney. Et ensuite, j'ai fait du concours complet pendant quelques années, et puis il y a eu les JO de Pékin en 2008. C'est à ce moment-là que mon amour pour le dressage est né. J'ai accompagné mon père sur les compétitions majeures, car il était à une étape de sa carrière où il essayait de rentrer dans l'équipe. Et j'ai su que je voudrais devenir cavalier de dressage quand j'ai vu Totilas et Edouard Gall. C'était un couple tellement élégant, j'avais des frissons. Après ça, j'ai dit à mon père, « Papa, je veux faire comme toi. Je veux être cavalier de dressage et faire de la compétition. » Et voilà, aujourd'hui, je suis ici. Donc tu es né dans une famille dans laquelle monter à cheval était en quelque sorte une norme, tout le monde était cavalier. Ton père a participé à 3 Jeux Olympiques, c'est ça? Il a été qualifié pour 3 Jeux Olympiques et il était remplaçant pour les Jeux de Pékin en 2008, donc presque 4. Ok, et tu as déjà imaginé faire autre chose de ta vie qu'une carrière dans les chevaux? Ok, au début, bien sûr, je montais pour le plaisir uniquement. Je montais juste les après-midi, après l'école, avec l'objectif de profiter de vivre un bon moment. Mais petit à petit, j'ai eu cet objectif de devenir professionnel et de faire du haut niveau. Je n'aurais jamais imaginé que j'y arriverais si rapidement. Comme vous venez de le dire, j'ai 24 ans, c'est assez rare. Même si aujourd'hui il y a de nombreux jeunes cavaliers qui arrivent dans le top niveau, après la moyenne c'est plutôt 40, 45 ans pour les meilleurs cavaliers olympiques et les meilleurs cavaliers de la ranking mondiale. C'est pour ça que je ne suis pas encore cavalier olympique. Pas encore. Pas encore. Mais vous savez, ce que je retiens avant tout, c'est que chaque jour est une leçon d'humilité. Comme j'aime à le dire. Et je profite juste de chaque jour. Je profite de mon corps en bonne santé, de mes amis, de mes chevaux et de mon équipe. Je passe de bons moments et je les partage avec mon audience, avec les gens qui me suivent et les gens qui m'aiment, ma famille surtout. Tu as eu 24 ans en novembre dernier. Comme beaucoup d'autres sportifs de haut niveau, ta vie n'a rien à voir avec celle d'un jeune homme de 20 ans. Est-ce qu'on peut parler de ta vie au quotidien? Nous savons à quel point il est difficile d'atteindre le haut niveau dans le sport et tous les sacrifices que cela implique. Est-ce que tu penses que tu sacrifies beaucoup de choses pour pouvoir vivre de ton sport aujourd'hui? Oui, clairement, beaucoup de choses. Quoique, je ne sais pas si c'est beaucoup de choses, car j'arrive à peu près à avoir une vie normale. Hormis, bien sûr, les semaines où je suis en compétition, où je voyage, où je fais du sport. Mais le truc, c'est que pour faire ce métier, il faut rester très concentré. Et ça, bien sûr, ça rend notre vie différente de celle des jeunes en général.
La plupart des jeunes aiment faire la fête, ils aiment voyager et juste passer des bons moments. Et avec le sport, et particulièrement avec le dressage, avec les sports équestres, c'est beaucoup de concentration et beaucoup de dévouement, de longues journées, des réveils à l'aube. Et comme nous le savons tous, c'est difficile. Mais quand ça vous plaît, que vous appréciez les moments que vous passez et que vous savez que c'est la vie qui vous était destinée, vous êtes juste heureux de le faire et c'est pas un effort. Ok, j'aime aussi m'amuser. Des fois, je sors et je fais la fête et tout, comme bien sûr ce week-end. Après la victoire que l'on a eue dans le 4 étoiles, c'était énorme. C'était fou, les filles. Complètement fou. Ok, bon, ça va être un peu décousu, mais pas de souci. Ok, of course, yeah, sure. Donc tu as gagné le Grand Prix Freestyle la semaine dernière, ici à Wellington. Et on sait que ces 2 dernières années ont été un challenge pour toi. Tu as fait une pause après ton accident et ton hospitalisation, et la semaine dernière, tu réalises une des plus belles performances depuis ton retour, non? Last week was one of the first performances you had, like a major one since your accident. So No. Which ones? Ok, j'avais déjà eu de belles performances en 2021. Cette saison-là, j'étais très compétitif. J'essayais de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'ai fait beaucoup de performances comme Hagen. J'ai aussi fait une performance à Munich où on a gagné en freestyle. Et aussi avec Aix-la-Chapelle, on a fait une bonne saison. Mince, j'ai fait de mauvaises recherches alors. On n'avait pas réussi à atteindre notre objectif et de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et nous n'avons pas réussi non plus à intégrer l'équipe pour les championnats d'Europe. Ça a été 2 grosses déceptions, vraiment. Mais dès le lendemain matin, après l'annonce qui disait que je ne serais pas dans l'équipe, je me suis réveillé et je me suis dit, ok, je serai dans l'équipe l'année prochaine. Je veux en être de la finale de la Coupe du Monde et je veux y aller, c'est sûr, jusqu'à Leipzig et jusqu'aux Jeux équestres mondiaux et au Danemark, c'est sûr. Et à Paris. Et à Paris. Bien sûr, ça c'est un objectif. Depuis le jour où on m'a dit que je ne serais pas dans l'équipe, j'ai répondu, vous savez quoi? Ainsi soit-il. Mon prochain objectif sera Paris, et je serai dans l'équipe à Paris. Je ne sais pas si ce sera avec mon cheval de tête, Quantico, ou si ce sera avec un autre cheval, parce qu'il aura 18 ans à ce moment-là. Mais je sais que dans ce sport et dans la vie, je suis jeune. Je sais que c'est un peu bizarre d'entendre ça de la bouche d'un mec de mon âge, mais tu dois te consacrer entièrement à ce sport et être focus sur tes objectifs, et avoir des rêves. Et pour faire de ces rêves une réalité, tu dois avoir des objectifs et travailler tous les jours pour être un peu plus près de ces objectifs et pour t'améliorer et essayer d'aller toujours plus loin dans l'apprentissage. Comment tu te sens quand tu gagnes une épreuve comme celle que tu as gagnée vendredi? Quelles sont les émotions que tu ressens? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es juste content parce que tu penses que c'est une étape de plus vers ton objectif? Je suis un compétiteur. Peu importe qui monte cette épreuve et avec qui je suis en concurrence. Je veux toujours gagner. Même s'il y a Isabelle Werth ou Patrick Kittel ou Dorothée Schneider, je veux toujours gagner ou au moins être au plus près de la première place. Et c'est ça qui me fait progresser techniquement. Et les épreuves freestyle, bien sûr, elles font sortir ces petits détails, ce charme et ces qualités. Et c'est comme ça qu'on améliore son score. Mais bon, ok, bien sûr, je dois rester humble, parce que c'est un sport, comme on le sait tous, qui prend des années, et cela va me prendre un très long moment pour être capable d'atteindre le meilleur niveau. Mais je crois qu'avec un objectif en tête, tu peux juste continuer à monter et donner le meilleur de soi-même. Ok, je crois que je me suis un peu éloigné de votre question. That's okay. Don't worry. Ok, si cette réponse vous va, c'est parfait. En 2018, tu rentres en Espagne pour étudier les relations internationales à Madrid et tu décides donc de t'installer en Europe. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? C'était important pour toi d'allier le sport et tes études. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Alors, plus exactement, j'ai commencé à étudier à l'université de Pennsylvanie en 2017. Je crois que c'est 2017, fin 2017 si je ne me trompe pas. Et ensuite, je suis parti en Europe en 2018, donc avec le décalage horaire, ça ne faisait plus aucun sens que je continue mes études aux États-Unis.
Donc j'ai effectivement arrêté pour étudier le business et les relations internationales à Madrid. Le truc, c'est que j'aime pouvoir faire plusieurs choses. J'ai eu envie de combiner le sport avec les études, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours valorisé. Donc c'était en 2019, il y a la pandémie, ensuite 2020, mon accident, tout ce qui s'est passé ensuite. Quand je me suis réveillé, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant. J'avais vraiment un objectif, c'était de me qualifier pour les Jeux de Tokyo, et j'avais mis un peu mes études de côté. Mais qui sait si je ne les reprendrai pas dans le futur? Parce que le truc, c'est que j'ai un réel intérêt pour plein de sujets, et pas simplement les chevaux, mais aussi le business. Et j'aime la politique, la culture, j'aime voyager, voir le monde, j'aime la géographie, et c'est quelque chose, je crois, qui est toujours en moi. Et qui sait si dans le futur, je ne retournerai pas à l'université? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour étudier, donc tu peux toujours refaire des études. Go again to college, because at the end of the day, there's no age limit, so you can always go back and study. Tu penses qu'après ta carrière, tu te reconvertiras vers un autre métier? Je ne sais pas. Mais il y a tellement de business et d'opportunités dans notre milieu et dans le sport en règle générale. Donc ça serait plutôt logique de continuer à monter à cheval, tout en faisant du business, en faisant du commerce de chevaux par exemple. Et qui sait si je ne créerai pas une marque à mon nom? J'en ai aucune idée. Mais il y a tellement d'opportunités et c'est une niche et j'adore cette communauté. J'aime le sport et le monde du cheval, donc qui sait? And I love this community, I love this sport, and I love the equestrian world, and who knows? J'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, de qui tu es. Comme tu le disais au début, tu es avant tout un compétiteur. Tu as aussi dit que tu étais quelqu'un de résilient, et tu l'as prouvé d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui nous a beaucoup surprises. Quand on t'a vu monter à Lyon, tu souriais toute ta reprise. On va pas dire que tu es excentrique, mais en tout cas très expressif sur la piste, ça c'est sûr. Et je pense pas te surprendre si on te dit que souvent le monde du dressage peut paraître un peu ennuyeux. Boring and formal, boring, yes, yeah. Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise? Est-ce que c'est une volonté de ta part de sortir du cadre et d'ajouter un peu de fun à cette discipline? Oui, je crois que ça vient du fait que je suis encore jeune. Ça fait partie de notre charisme et de notre personnalité, à nous les jeunes cavaliers. La passion, la compétitivité, notre ambition. Toujours avoir envie de faire un meilleur score et de challenger les cavaliers plus expérimentés. Je pense que ça vient de cette jeunesse. Mais bien sûr, j'ai aussi envie de montrer aux spectateurs et aux juges, surtout que je prends plaisir à être là. Sur la piste, et en même temps, c'est vrai, je me fais plaisir. Je profite et Quantico me donne des sensations incroyables et je suis heureux. C'est pour ça que je souris, parce que je veux partager ça avec le public et avec les juges. Tu sembles être quelqu'un de très positif, d'optimiste. Quand on te voit ici, comme quand tu nous as accueillis tout à l'heure près du lac, comme maintenant en enregistrant l'épisode ou quand on te voit monter aussi, à chaque fois qu'on t'a vu, et c'est la deuxième fois, tu es toujours très souriant, ouvert aux autres. Est-ce que c'est une part de ta personnalité ou c'est quelque chose sur laquelle tu travailles? Ça fait juste partie de ma personnalité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé ou une compétence que j'ai développée. Ça fait partie de moi. Et je crois que c'est pour ça que vous le mentionnez. Ça résonne car c'est naturel. Ça sort juste spontanément sans filtre. Je suis comme ça. Juan, on peut aussi dire que tu es une sorte d'ambassadeur pour le sport. Tu as représenté la FEI sur plusieurs événements médiatiques et tu as aussi présenté les FEI Awards en 2018 et 2019. Est-ce que tu as toujours eu envie de promouvoir ton sport ou est-ce que ça aussi, ça se fait naturellement? Les deux, bien sûr. J'adore les challenges.
Donc j'ai décidé d'essayer en 2018 au Bahreïn et en 2019 quand ils m'ont rappelé pour le faire de nouveau à Moscou. J'ai tout de suite dit oui et vous pouvez compter sur moi. Et je pense que tous les challenges sont positifs, à la fois pour notre développement personnel et pour tester de nouvelles choses. Bien sûr, j'aimerais devenir ambassadeur pour le sport, mais aussi un ambassadeur pour les jeunes. Ce que je veux véhiculer auprès des jeunes cavaliers, c'est de l'espoir. Leur dire qu'on peut essayer, voir et tester, et petit à petit, décider si c'est ce qu'on veut faire ou non. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de se challenger. But don't be afraid, to give things a try and to test and to challenge yourself. Et tu as reçu aussi, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, je crois, un award en tant qu'ambassadeur du self-advancement, du développement personnel. C'est bien ça? Oh les filles, c'était complètement dingue. C'était fou. Waouh! C'était à Marbella avec des célébrités incroyables, des personnes vraiment importantes. J'étais super fier de recevoir une récompense après avoir surmonté mes challenges personnels. C'était vraiment un week-end incroyable et j'ai rencontré beaucoup de personnalités inspirantes. C'est une récompense géniale. Overcoming of personal challenges and wow, that was really a wonderful weekend and I got to meet many inspirational personalities. And that was such a great award. So if I'm right, donc, si je ne me trompe pas, ce titre avait pour objectif de célébrer la communauté hispanique dans le monde et rendre visible ô combien la communauté latine participe à l'histoire de la planète. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle tu crois? Est-ce que c'est une chose que tu défends, représenter ta communauté? Of course. Yes. Bien sûr, c'est un prix très important et j'étais honoré de le recevoir. J'étais accompagné par le docteur qui m'a sauvé la vie. Et c'était un très beau week-end. Et bien sûr, mes parents étaient là. On a tous passé un moment fantastique. And of course, my parents were also there, and it was an altogether fantastic time. Yeah. Ok, on va peut-être parler de ça maintenant. Tu viens de citer le docteur qui t'a sauvé la vie et quand on parle de toi, on ne peut pas ne pas évoquer ton accident. Donc il y a 2 ans maintenant, tu as été hospitalisé, plongé dans un coma artificiel pendant 3 semaines. Moins d'une année plus tard, tu étais de retour en piste, tu gagnais et performais au meilleur niveau. La semaine dernière, tu remportais le Grand Prix Freestyle ici, comme on l'a dit. À quel point cet accident a changé ta façon de monter et de vivre ta vie? It has given me perspective. Ça m'a donné beaucoup de recul. Et ça m'a donné une vraie perspective, la chance de prendre le temps et d'apprécier les petites choses, même les petits coups durs, les disputes, les prises de tête avec mon père par exemple, qui est mon entraîneur et mon propriétaire aussi. Ça a complètement modifié mon avenir, ça a illuminé mon champ de possibilités. C'est juste le plus beau cadeau que je n'ai jamais reçu. En fait, cette cicatrice que j'ai ici sur ma trachée, due à la trachéotomie, c'est un rappel quotidien de ce que ma famille et moi avons traversé. Des hauts, des bas. Parce qu'au final, c'est juste une démonstration supplémentaire de ce qu'est la vie. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas aussi. Un jour tu es là, et le jour d'après, tu peux ne plus l'être. Et c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Il faut en avoir conscience. Et je remercie le ciel tous les jours, parce que chaque journée est un cadeau. Que tu sois croyant ou non, chaque journée est un cadeau. Et d'être entouré par les personnes qu'on aime, par notre famille, par nos amis, par notre équipe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Et on doit l'apprécier. Tu as le sentiment de monter différemment maintenant? Est-ce que tu considères la compétition différemment? Est-ce que tu te prépares autrement? Est-ce que tu essaies de faire les choses de façon différente ou alors tu fais juste pareil mais avec une conscience peut-être un peu plus aiguisée sur les événements? J'essaie de m'étirer un peu plus. Non, je crois que je fais les choses plus ou moins de la même façon qu'avant. J'essaie surtout de rentrer sur la piste avec plus de rage. Une envie plus forte de faire un bon score et d'atteindre le meilleur niveau. Parce que même avant l'accident, je crois que j'étais déjà assez ambitieux. Mais maintenant, c'est un peu comme une version 2.0. Parce que je le veux. L'envie est là, et je réalise qu'en ayant ça à l'esprit, on peut y arriver.
Je vais citer un article que j'ai lu et dans lequel tu as dit « J'ai reçu tellement d'affection de la part des autres cavaliers et du public qui était là. Cet épisode de ma vie m'a fait apprécier la communauté équestre. Quand j'ai ouvert mon téléphone à l'hôpital, j'ai reçu des milliers de messages, que ce soit sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. C'était énormément de soutien et d'amour. Est-ce que ce soutien que tu as reçu quand tu étais à l'hôpital a changé la façon dont tu considères la communauté équestre? Penses-tu que tu as désormais un sentiment d'appartenance plus grand? You're giving me goosebumps just now Tu me donnes des frissons juste en entendant ces mots que j'ai écrits. Parce que l'amour, le soutien, l'encouragement, les messages, les appels, les emails auxquels je suis toujours en train de répondre parce que j'essaye de répondre à chacun d'entre eux, les uns après les autres. Je ne pourrai jamais assez remercier les personnes qui m'ont témoigné ce soutien. Je ne serai jamais assez reconnaissant à l'égard de ces gens. Les 2 mois que j'ai passés à l'hôpital étaient vraiment difficiles. Quand j'ai quitté l'hôpital et toute la convalescence, avant que je recommence la compétition en avril 2021, ont été très très durs. Chaque jour, je devais aller au centre de rééducation, chez le psychologue, chez le docteur. Je devais aller ici et là. C'était vraiment une épreuve. Mais j'en suis ressorti plus fort et plus résilient, plus avide de réussir et plus ambitieux qu'avant. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que ça m'a transformé. Et je crois qu'à l'avenir, je vais continuer à regarder les photos et vidéos que j'ai dans mon téléphone. Ce qui est d'ailleurs complètement fou pour moi, de voir tout le contenu qu'on a dans nos téléphones, car un snap ou une vidéo peuvent être pris en 1 seconde. Juste regarder en arrière et me dire « Ok, doucement, prends le temps, fais un pas de côté, prends un peu de recul, regarde où tu étais, et où tu es maintenant et apprécie. Profite des bons moments, mais sans jamais perdre ton objectif de vie. » And appreciate, and enjoy, have a good time, and take it easy, but without losing the focus. What did you miss most, Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais à l'hôpital? Est-ce que c'est les chevaux, le sport, la liberté? Okay, I'm going to say something really funny. Ok, je vais dire quelque chose de très drôle, mais quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit à mes parents, j'ai envie de Ramon, du jambon. Je ne pouvais pas parler, je pouvais à peine chuchoter. Et j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux du Ramon, j'ai tellement faim. C'est quoi la question déjà? Je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là. Je te demandais ce qui te manquait le plus et je pensais que tu allais me dire les chevaux, le sport, je sais pas, les compétitions, mais bon, j'avais pas pensé au jambon. Ok, bien sûr. Je demandais tous les jours à mes parents comment ça allait aux écuries, avec mon équipe, comment les chevaux travaillaient. J'avais des flashs de chevaux que j'avais montés dans le passé. C'est quelque chose de fascinant comme notre mémoire fonctionne. Je ne me souvenais pas que j'avais gagné les championnats du monde, alors que ce n'était que 6 mois plus tôt, en novembre 2019. Donc mes parents me parlaient beaucoup, ils testaient ma mémoire pour voir quelle zone de mon cerveau était impactée. On ne savait pas trop. Donc ils me posaient beaucoup de questions pour voir si j'avais pas perdu cette mémoire. Et quand ils m'ont rappelé que j'avais gagné, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je m'en souvenais pas. Enfin bon, je me souviens que je demandais à mes parents comment allaient les chevaux, les gens de l'équipe. Ils me disaient que tout allait bien, que les chevaux évoluaient bien, qu'ils étaient prêts pour mon retour, ce qui évidemment me faisait pleurer encore plus. J'étais très émotif. They were telling me that everything was good, that the horses were training well, and that they were just getting ready for me to go back, and that the team missed me, and that of course would make me cry even more and would make me very emotional. Yeah. Juan, on l'a évoqué, tu vis une partie de l'année en Europe et l'autre partie aux États-Unis. Tu vis donc et tu travailles sur 2 marchés différents. Peux-tu nous parler des différences qu'il y a entre ces 2 systèmes? Alors pour moi en Europe, on est beaucoup plus focus sur le sport, tandis qu'ici aux États-Unis, on fait beaucoup de ventes et de business, même si ce n'est pas tout à fait pareil à Wellington que sur la côte ouest, en Californie. Mais le sport se développe et continue de grandir chaque jour. Les clients et les cavaliers qui sont aux États-Unis deviennent meilleurs et plus compétitifs. Bien sûr, en Europe, c'est le top niveau, car c'est de là que vient le sport et que tout a commencé. C'est pour ça qu'en 2018, j'ai voulu rentrer en Europe, parce que les meilleurs sont là-bas, même si les clients et les sponsors sont ici aux États-Unis. Donc il faut combiner les deux et être aux 2 endroits à la fois.
However, the clients and the sponsors are here, and so I must be combining. I must be in both places at once. Ça ne fait que 2 jours que nous sommes à Wellington et pourtant j'ai déjà remarqué que le business était très différent ici par rapport à l'Europe et la France. C'est incroyable. Oui, le marché ici est vraiment différent et le système de formation des cavaliers aussi, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec nos invités. On parle souvent des épreuves de plat pour les poneys, du hunter. Toi aussi, tu as commencé à monter ici aux US. Qu'est-ce que tu penses de ce système de formation? Est-ce qu'il est plus efficace? Est-ce qu'il est, d'après toi, meilleur? Par exemple, les épreuves poney comme elles existent ici par rapport au circuit poney en Europe, tu en penses quoi? Oui, bien sûr. Je crois que les cavaliers européens qui viennent ici ont une grande influence, car évidemment, ils tirent tout le monde vers le haut. Aux États-Unis, il y a une vraie volonté d'atteindre le haut niveau. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants réussissent dans le sport. C'est évidemment un très gros marché. Ok, je crois qu'en Europe aussi, comme ailleurs dans le monde. Les gens essayent d'atteindre le meilleur niveau tout le temps. Mais ça demande beaucoup d'efforts et bien sûr beaucoup d'argent. C'est une réalité, mais ça peut aussi inspirer beaucoup de gens partout dans le monde. J'ai un peu le sentiment que c'est très différent de commencer à monter à cheval quand on est enfant ici. Bon, je vais parler principalement du saut d'obstacle parce que c'est la discipline que je connais le mieux, désolée. Mais par exemple ici, les enfants commencent déjà à faire des épreuves de plat avant de sauter. Ils doivent avoir le bon galop, être sur le bon pied, etc. Alors qu'en France, ils seraient déjà en train d'essayer de gagner des épreuves au chronomètre. Est-ce que tu perçois les choses de la même façon? Or is this for you or in dressage like basically the same education at first? Pour moi, avant d'aller au concours et de rentrer en piste, on doit déjà maîtriser certaines choses à la maison. Mais ça, c'est universel. Peu importe l'endroit où on vit. Dans ce sport, peu importe qu'on soit débutant ou un professionnel, avant d'aller en piste, il faut déjà être prêt. C'est pareil ici, aux États-Unis, en Espagne ou en France. Mais je pense qu'il y a plusieurs chemins que les cavaliers peuvent emprunter. Ils peuvent tous fonctionner. Après, l'entraîneur qui vous accompagne, qui vous conseille, il joue un grand rôle dans le résultat et la vitesse dans laquelle vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. La qualité du cheval aussi a une grande influence là-dessus. Et je dis toujours que 70% du résultat, c'est la qualité du cheval et 30% le cavalier. En tout cas en dressage. En saut d'obstacle, je ne sais pas trop, mais l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. It's a 70% of the importance in the quality of the horse and a 30% in the rider, at least in dressage. I'm not so sure about in show jumping, but without one or without the other, you can't get a successful combination. T'as dit pendant l'introduction que tu avais commencé par le saut d'obstacle. Est-ce que cette discipline a influencé ton équitation ou alors ta carrière? Did it have any influence on your riding, on your career as a rider? It did because it Oui, parce que ça m'a appris à m'amuser, y aller pour gagner, pour aller vite, être compétitif. Je crois que beaucoup de jeunes cavaliers qui commencent par le dressage deviennent un peu trop conservateurs. Ils ont peur de la vitesse, ils ont peur de perdre le contrôle et tout simplement d'être à cheval. Je crois que c'est une bonne chose de commencer par le saut d'obstacle ou le complet. And I think it's the best to start in show jumping and actually in eventing because you have also an introduction to dressage. Dans une autre interview, Juan, tu as déclaré que pour atteindre le haut niveau, tu essaies de saisir toutes les opportunités que tu peux. Quels sont maintenant tes rêves et tes ambitions pour les quelques années à venir? What are your dreams now and ambition for the next couple of years? Okay. You talk about Paris, yes. But maybe... Okay, I'd like to make it J'aimerais pouvoir monter la finale de la Coupe du Monde le mois prochain à Leipzig.
Je voudrais aussi pouvoir monter à Copenhague, mais je pense que pour cette année, c'est tout. D'ici l'année prochaine, mes objectifs auront évolué. Je n'aime pas planifier tous les objectifs à trop long terme. J'y vais plutôt étape par étape. Bien sûr, l'objectif principal est toujours de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je pense que quand on se fixe un tel objectif, ça nous permet de monter, de progresser et de travailler dur, de faire tous les efforts pour essayer d'apprendre, de rassembler autant d'infos que possible pour s'améliorer et atteindre le top niveau, tout simplement. J'imagine que tu dois être en train de construire un système qui te permettra donc de performer, d'atteindre ce top niveau. On sait que tu t'entraînes avec ton père, par exemple, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler de votre collaboration, de l'influence qu'il a sur ton équitation, sur ta carrière, mais aussi plus généralement, est-ce que tu peux nous expliquer le système que tu es en train de construire autour de toi, avec qui et comment tu travailles? Mon père est ma plus grande source d'inspiration, et à la fois comme cavalier et comme figure paternelle. Et comme propriétaire et partenaire. C'est mon coéquipier, c'est un vrai leader. C'est quelque chose que je dois toujours me remémorer. C'est lui le mâle alpha, c'est lui que j'écoute parce que je suis encore jeune. J'ai 24 ans. Bon, évidemment, parfois je m'emballe un peu et mon père sort la cravache et me rappelle de rester humble. Il faut savoir rester humble, être consistant et garder les choses sous contrôle. Tous les jours, c'est un challenge avec lui. Mais je crois que c'est une chose positive, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Chaque jour, on va s'engueuler, être en désaccord. J'hésitais un moment à savoir si je voulais poursuivre l'histoire de ma famille dans ce sport. C'est un vrai challenge, mais je suis content d'avoir pris la bonne décision et d'avoir continué. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je peux juste dire que j'aime vraiment mon père. À chaque fois qu'on se dispute, je lui demande pardon et je m'excuse. Pardon, j'étais prétentieux. Pardon, j'étais arrogant, j'ai pas écouté. Mais sinon oui, mon père et moi, on a une super relation. I wouldn't have been where I am today. But yeah, I can only say that I love my father, and every single day when we argue, I ask for forgiveness. I ask, Dad, I apologize. I apologize. I was being a little bit cocky. I apologize that I was being a bit arrogant, and I did not listen so much. Yeah, my father and I have a great relationship. C'est la seule personne qui t'entraîne ou alors tu as d'autres personnes qui gravitent autour de toi et avec qui tu travailles? Bien sûr, j'ai monté avec d'autres entraîneurs, par exemple ceux qui encadrent l'équipe espagnole. Mais 99% du temps, c'est avec lui que je me suis entraîné. J'ai pris des conseils auprès d'autres coachs ou d'autres juges, mais je suis l'élève de mon père et je le serai toujours. Tu peux nous rappeler quel âge a Quantico? Il a 16 ans et d'ici Paris, il aura 18 ans. Et donc il aura 16 ans cet été? He will be 16 by the time this summer. 16 and by Paris it will be 18. Comment est-ce que tu gères ton piquet de chevaux en vue de Paris 2024? Okay. Désolé de t'interrompre, Lorelai. Il y a quelque chose que je veux aussi mentionner concernant la question précédente. Les chevaux qui font partie de mon piquet ont tous un âge différent. Par exemple, Quantico est mon plus vieux cheval, le vieux grincheux. Mais le deuxième cheval que j'ai à la maison a 10 ans cette année et il sera prêt pour le Grand Prix dans les prochains mois. Et puis j'ai aussi un très bon Holsteiner de 7 ans. Nous essayons à chaque fois d'avoir les chevaux d'âge différents. 6, 5, 4, 3, 8, 9, 7. Mais nous essayons d'avoir des chevaux qui nous appartiennent parce qu'ils sont tous à vendre. C'est un business. C'est quelque chose qui m'a été appris quand j'étais très jeune. Il faut continuer à faire tourner l'entreprise. Et quand on vend un cheval, le suivant arrive. Quand un cheval n'est pas vendu, on le garde pour le sport et on continue de le faire progresser. J'aimerais bien réussir à faire du commerce seul aussi.
continue evolving and continue growing, and I would like to make it in business myself eventually too. Début 2021, j'ai aussi acheté ma première boutique et je suis super excité avec ce projet. C'est mon premier investissement. C'est la première fois que je me lance dans un investissement qui est en lien avec le cheval. Et si Quantico était trop vieux au moment de partir à Paris? Je trouverai un projet, c'est certain, quand on veut, on peut. Quand on a ce pouvoir, cette confiance en soi, on peut toujours trouver une collaboration. Tu peux trouver un propriétaire, un projet, toujours. Il y a une question que j'aime poser à nos invités. Qu'est-ce que le succès pour toi? Et penses-tu avoir réussi au regard de tout ce que tu as déjà traversé? C'est quelque chose dont je parlais récemment avec une personne proche. Le truc, c'est que je ne pense pas avoir autant de succès. En fait, je suis comme dans un tunnel. J'ai tous les objectifs devant moi et je me concentre uniquement sur ça. Tellement qu'il m'arrive d'oublier d'apprécier le moment présent et de voir tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est une question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, te rends-tu compte de tout ce succès? Réalises-tu à quel point tu réussis jusqu'à présent et où tu te diriges? Et j'ai juste regardé en arrière et j'ai dit non, je ne m'en rends pas compte. Ok, je suis bien sûr conscient que j'ai eu des succès, mais je ne me considère pas encore comme ayant réussi, parce que tant que j'aurai l'or en ligne de mire, je ne penserai qu'à ça, parce que je veux l'avoir. Je veux gagner cette médaille, mais par moments j'oublie de regarder en arrière et de me dire eh bien c'est déjà énorme ce que nous avons fait. Ça me rend vraiment humble de voir où j'en suis aujourd'hui et de voir le chemin parcouru. Nous sommes actuellement 4e mondial sur le ranking list et c'est énorme les filles. Pour moi c'est incroyable et nous nous qualifierons très probablement pour la finale de la Coupe du Monde et c'est un rêve qui devient réalité. And this is a dream come true. Je crois que ce sera sûrement la dernière question. On a eu une conversation avec Peder Fredriksson, l'actuel numéro 1 mondial en jumping. Le cavalier suédois, je le regarde énormément. Oui, il est incroyable. Et quand on l'a rencontré, il venait juste d'atteindre la place de numéro 1 mondial. C'était en décembre dernier, donc ça va faire quoi, 3 mois, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et donc on lui avait demandé si maintenant qu'il était médaillé d'or olympique et numéro 1 mondial, est-ce que ce serait pour lui un processus sans fin? Une fois qu'on arrive à un certain seuil, on veut simplement passer au niveau supérieur. Est-ce que tu penses que ce serait la même chose pour toi? Maintenant, tu as dit que ton prochain objectif serait les Jeux Olympiques parce que ce sera la première fois pour toi. Et je sais que ça veut dire quelque chose aussi étant donné l'histoire de ton père. Mais je suis sûr qu'une fois que j'aurai réussi ça, parce que j'espère vraiment atteindre ces objectifs et réaliser mes rêves, une fois que j'aurai fait, je suis sûr que j'en aurai pas assez. J'en aurai pas assez jusqu'à ce que je remporte la médaille d'or. Car bien sûr, je ne gagnerai pas la première médaille d'or dès ma première participation dans l'équipe. Ça sera un processus de toute une vie et ça serait un travail difficile. Ce sera un long voyage, mais déjà arrivé à ce niveau sera une grande réussite. Et je suis impatient parce que j'aurai alors pris la relève de mon père. Et je suis impatient parce que j'aurai alors pris la relève de mon père et porté le drapeau olympique. C'est mon objectif depuis que j'ai commencé à monter. Donc tu veux juste hériter du drapeau olympique de ton père? Oui, je le veux. Après, non. Je ne veux pas seulement hériter de ce drapeau olympique. J'ai bien sûr beaucoup d'objectifs dans le sport lui-même, dans le business, tout autour. Mais oui, je veux hériter de son drapeau olympique, c'est sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part d'accomplir tous ces objectifs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites en dehors du sport? Eh bien, je souhaiterais juste avoir du succès, une bonne santé, des gens qui me soutiennent et qui m'aiment et qui veulent partager cette aventure de toute une vie avec moi et que j'aurai toujours ce soutien et une bonne santé. À la fin, c'est le plus important. C'est ce que j'ai appris de mon expérience de 2020. Et aujourd'hui, nous sommes là. Mais demain, nous ne le serons peut-être plus et nous devons simplement profiter, sourire et être heureux. Alors, on te souhaite de rester en bonne santé, de réussir et de monter de mieux en mieux. Thank you. Thank you very much. Thank you.